Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Est-ce que vous avez suivi un peu cette audition où le Premier ministre dit moi je reste droit dans mes bottes, j'ai toujours dit que j'ai appris les choses par la presse, je n'ai rien caché, je n'ai rien dissimulé, et d'ailleurs je conteste l'objectivité de cette commission. Écoutez, je pense que d'abord je pense aux victimes dans cette affaire, parce qu'on les lui aussi, d'ailleurs il l'a dit. Oui, mais je pense qu'il faut le faire parce que d'une part ça s'est déroulé sur plusieurs années, de très longues années. D'autre part, c'est pas 2 victimes, et d'ailleurs ça aurait été tout aussi important, mais ce sont des dizaines de victimes. Et donc je pense que c'est très important. Très important aussi une commission d'enquête, parce que c'est la transparence politique. À laquelle participent des députés RN aussi. Oui. Monsieur Bayrou est Premier ministre. Monsieur Bayrou était élu local. Sa femme, vous savez, avait enseigné. Ses enfants étaient à l'école. Donc elle a été dame catée. Elle était dans une heure par semaine. Elle était dans la structure. Pendant des années. Peut-être pas forcément très souvent dans la salle des profs. Pendant un an. Et d'une part, donc il faut une transparence politique, une transparence pour nos citoyens. Et puis d'autre part, moi je fais confiance dans la justice. Voilà. Les agressions, les coups, le viol est un crime. C'est la cour d'assises. Il faut que la justice puisse agir. Donc, de la transparence avec la commission d'enquête, même si les débats sont rugueux, même si je trouve Monsieur Vanier très agressif contre Monsieur Bayrou, mais c'est la transparence, c'est la démocratie, et d'autre part, la justice qui doit sanctionner des criminels. Olivier d'Artigol. L'agenda joue des petits détours. Je vous vois arriver. Non, François Bayrou a été nommé à Matignon le 13 décembre, c'est le jour anniversaire de la naissance de Henri IV. Et nous sommes le 14 mai, cher Pierre, jour anniversaire de l'assassinat de Henri IV, 1610 rue de la Ferronnerie. Vanier-Ravaillac. Certains voulaient vraiment... Pas mal. Joli. Certains voulaient vraiment faire de cette question un procès politique. Je l'ai peu entendu parler de l'affaire Bétharame avant la nomination de François Bayrou à Matignon. Le lanceur d'alerte a fait un travail remarquable, plus de 210 plaintes aujourd'hui, dont la moitié pour viol. François Bayrou... Pas seulement en Bétharame, c'est pas seulement en Bétharame, bien sûr. François Bayrou, avec qui j'ai pu évoquer cette question directement, a été très affecté sur un plan humain, sur l'idée, l'accusation portée dans l'hémicycle qu'il aurait pu couvrir des pédocriminels dans un établissement où étaient scolarisés ses enfants. Il y a une forme d'indignité absolue que de confronter un homme public ou pas, à cette accusation. Il s'en défend ce soir, il attendait vraiment avec force cette date-là. Est-ce que psychologiquement ça l'a entravé dans l'idée qu'il peut donner, ou le sentiment d'une procrastination, d'un Premier ministre à l'arrêt, sans initiative? À voir. Andrea Cotarac. Alors, Cotarac ou Cotarac? Cotarac, normalement d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Effectivement, le lanceur d'alerte a fait un excellent travail, et c'est Monsieur d'Artigol, je lis aussi votre presse, notamment l'Humanité, qui avait fait la une. Combien de Bétharame, avec un vrai dossier là-dessus. Il est plus souvent à Europe 1 et à CNews qu'à l'Humanité, d'Artigol. Vous savez. C'est vrai, mais je crois que... J'ai plusieurs paroisses. Mais voilà. on a-t-elle une Humanité? Et d'autre part, je disais tout à l'heure à vos chroniqueurs que Monsieur Bayrou est certainement très affecté, mais il ne pourrait être affecté que par cette affaire. Parce qu'objectivement, il y a un calme plat total à l'Assemblée nationale en termes d'initiative du gouvernement sur la sécurité. Je parle concrètement, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur la réindustrialisation, sur Vancorex que Monsieur Macron dit qu'il peut pas reprendre, sur savoir-faire français. Il y a pas grand-chose d'autre que Bétharame. Et j'étais à l'Assemblée nationale aujourd'hui puisque je travaille avec Marine Le Pen. C'est un jour spécial aussi. Et j'ai vu que on voyait que c'était un jour spécial. C'est Bétharame. Si j'ai vu les voitures, etc. J'aurais aimé qu'il y ait des projets de loi où il y ait réellement une confrontation démocratique pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur la réindustrialisation, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité. Vous savez qu'il y a des commissions sur la réindustrialisation, notamment Charles Rodwell qui étudie les freins à la réindustrialisation.
Justement, vous me tendez la perche, Andrea Cotaratte. Et parlons justement de l'autre tête de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République, qui hier, je reprends vraiment avec beaucoup de plaisir le mot qu'a utilisé Vincent Trémollet de Villers, le Macron-Rama, cette grande émission de 3 heures dans laquelle le président de la République était le héros. Qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Pas grand-chose, c'est-à-dire que on a une dette 3300 énorme. milliards. On a un déficit énorme, on a une situation migratoire incontrôlée, on a une situation sécuritaire, vous en avez parlé à la fois sur CNews comme sur Europe 1, des kidnappings en pleine rue aujourd'hui à Paris. Et il y a Emmanuel Macron qui dit non, c'est pas moi qui ai tort, c'est les Français qui sont pessimistes. C'est ce qu'il a dit. Pardon, mais moi, sur chacune des thématiques, alors ça a duré 3h30, donc je vais pas les faire maintenant, mais... non, mais l'événement marquant, enfin, ce qui vous a le plus marqué... Mais pas grand-chose. Ah oui. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que je vais prendre 2 thèmes, allez, pour aller vite. Le déficit et la dette. Je me souviens d'un candidat Macron en 2017 qui nous expliquait qu'il allait économiser 60 milliards par an. Pas sur le quinquennat. Monsieur Bourdin était étonné. Sur le quinquennat, non, par an. Bon, résultat, c'est le président qui a le plus creusé la dette dans notre pays. Rien qu'au mois de janvier dernier, c'était 16 milliards de déficit. Premier point. Deuxième point, sur les référendums. Pareil, je peux faire la même chose, mais je peux faire sur tout le reste. Il nous dit, mais pourquoi des référendums ? Il n'y aura pas de référendum sur les retraites. Bon, entre les 2 tours de la présidentielle de 2022, celui qui a évoqué un référendum sur les retraites, s'appelle Emmanuel Macron. C'était d'ailleurs le seul point de son programme. La retraite à 65 ans, il n'y en avait pas d'autre. Ça n'a pas empêché les filles de voter pour lui, etc. Pourquoi une retraite sur un référendum sur l'immigration ? Bon, je me souviens des rencontres de Saint-Denis, où il avait accueilli tous les chefs de parti, où il avait évoqué lui-même, dont Jordan Bardella, donc nous sommes allés, il avait évoqué lui-même, Monsieur Macron, un référendum sur l'immigration. Monsieur Macron avait dit, mais pourquoi des référendums ? Je me souviens qu'après la crise des Gilets jaunes, il y avait une convention citoyenne, où, en 2021, donc c'était encore avant, où il avait évoqué lui-même un référendum sur l'environnement, etc., etc. Emmanuel Macron dit l'exact inverse de ce qu'il a dit hier soir sur l'ensemble des 8 années. Son bilan est catastrophique, les Français le savent, et ce qui m'a marqué le plus, c'est on peut pas faire. On peut pas faire. Moi, je pense qu'une grande majorité des Français veulent de la rupture sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, redonner un peu de fierté à la France, quand on voit que même à l'autre bout du monde, en France, en Nouvelle-Calédonie, là aussi, on n'arrive pas depuis des mois et des mois à sortir de la crise. Je pense qu'il y a une impuissance totale au macronisme et que cette fin de règne doit se terminer le plus vite possible. Le président qui disait qu'il n'était pas un homme orchestre, ce n'est pas le président de la République, et heureusement qu'il fait les choses, et encore moins depuis juillet dernier. Catherine Ney, une question à Andrea Cotaratte. Moi, c'est pas une question, c'est pourquoi a-t-il décidé de parler ? Pourquoi ? On attendait des référendums. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup parlé. On se disait au commencement et le verbe, mais le verbe ne s'est pas fait cher souvent. Bon, là, il a, depuis la dissolution, dont on n'a pas compris l'objet, en tous les cas, il a perdu le pouvoir, et aujourd'hui, l'Assemblée nationale vous dit qu'il ne se passe rien, mais c'est très très difficile d'élaborer un projet quelconque avec dans l'état où est l'Assemblée. Donc pourquoi a-t-il voulu parler aujourd'hui alors qu'il vient de réussir quelque chose, de remettre l'Europe dans la table des négociations, dans l'affaire russo-ukrainienne? On l'a vu avec les volontaires, le quatuor des volontaires, ça avait une certaine allure, et c'était Jupiter qui jouait de ses relations avec Donald Trump. Enfin, et là, on l'a vu, et alors là, changement de truc comme un assis. Il avait l'air d'un étudiant qui passait un examen avec des examinateurs qui le malmenaient et avec lesquels il n'était pas très bon. Et on ne savait pas s'il allait réussir son examen de passage. Et il ne l'a pas réussi. Donc moi, d'une certaine manière, et puis 3h30, d'ailleurs moi je trouve que TF1 n'est pas raisonnable. On ne fait pas 3h30. D'ailleurs à la fin, il avait D'ailleurs moi je me suis endormi. Voilà. C'est un signe. Comment ? Enfin. Quoi ? Mais oui. Peut-être au bout d'une demi-heure ? Comment ? Non, pas au bout d'une demi-heure. Et en général, je veille plus tard que à la date, au moment où je me suis assoupie, parce que c'est une espèce de ronron tout d'un coup, voilà. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il retire de ça ? C'est, on va dire encore, il est hors sol. Et je crois qu'il hâte, on dit, mais à quoi il sert, quoi, au plan intérieur. Donc, c'est très dangereux pour lui.
Catherine Ney, Olivier d'Artigol, Andrea Catarac sont là dans ce studio 19h26. Une pause et on revient juste après dans Europe 1 Soir. À tout de suite. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Tous les vendredis à 7h45 sur Europe 1, retrouvez le livre audio de la semaine déniché par Nicolas Caro. Une nouveauté, un best-seller, un classique. Découvrez chaque semaine un livre audio issu du catalogue Audible. Et ce vendredi, Nicolas Caro a choisi pour nous Les Misérables de Victor Hugo. À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 tranches de blanc de dinde doré au four Monique Ranou, une marque Intermarché à seulement 1,52 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 160 grammes, soit 9,50 € le kilo. Transformé en France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bureau Vallée? T'as pas l'impression que la vie est plus colorée en ce moment? Bah, le printemps? Non, Bureau Vallée. Une cartouche d'encre noire plus une cartouche d'encre couleur, juste 20,99 €. T'imprimes? C'est toi que je vais imprimer. Oui, mais en couleur, s'il te plaît. Jusqu'au 24 mai, chez Bureau Vallée, le pack de 2 cartouches d'encre HP 305 est à seulement 20,99 €. Et Bureau Vallée rachète votre pack de cartouches vides 3 €. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Magasin participant et conditions, offre et rachat sur bureau-vallée.fr. Stéphane Bern, votre nouveau cahier de vacances est un extraordinaire voyage dans le temps de l'histoire. Absolument, je vous emmène explorer l'histoire et ses secrets, la mythologie, les grands personnages qui ont marqué notre patrimoine et nos trésors architecturaux. Plus de 100 jeux instructifs, divertissants, ludiques pour être incollables sur notre belle histoire de France. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure? Le cahier de vacances de 7 à 77 ans aux éditions Fayard. Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Choisir la motorisation Renault Full Hybride E-Tech sans recharge, c'est choisir la technologie hybride numéro 1 des ventes en France. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. C'est rouler jusqu'à 130 km/h en électrique et faire jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybride E-Tech, comme par exemple Clio, Symbiose, Austral ou Rafale. En 2024, source 3A Data, selon version et conduite, économie versus moteur thermique, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Viva Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrer au rythme de l'innovation. Réservez dès maintenant votre ticket sur vivatech.com. Leclerc, bonjour. Vous avez des recettes avec vos bananes? Bien sûr. Smoothie, banane flambée, banana split. Ok, je note. Mais là, je vais tout manger. Revenez vite. Du 13 au 15 mai, les bananes Cavendish sont à 98 centimes le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Origine Colombie, Équateur, Costa Rica et autres pays. Catégorie 1, calibre P20. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Alors, cette voiture? J'hésite entre thermique et électrique. Bah, prenez les deux. Attendez, vous me dites d'acheter 2 voitures? Non, je dis juste qu'avec la gamme e-hybride de Volkswagen, vous avez le meilleur des deux. Après, si vous voulez vraiment 2 voitures... Thermique ou électrique? Avec les Volkswagen e-hybrides, pourquoi choisir? En ce moment, jusqu'à 5 400 € de prime éco Volkswagen déduite sur le Tiguan e-hybride. Pour l'achat d'un Tiguan e-hybride, prime éco Volkswagen jusqu'à 5 400 €. Offre valable sur une sélection de véhicules e-hybrides du 1er au 31 mai. Conditions sur volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1, le journal permanent. À 19h30, bonsoir Maël et Sani. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Depuis 4 mois, je suis quotidiennement sali. Les mots de François Bayrou devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire aujourd'hui. Le Premier ministre réaffirme n'avoir jamais été mis au courant des accusations d'agression sexuelle et de viol à Notre-Dame de Bétharram, établissement privé du Béarn. Il remet en cause l'objectivité de la commission, dirigée notamment par un élu LFI. 13 personnes hospitalisées après un impact de foudre aux eaux de la Barben dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi. Une Allemande de 29 ans se trouve en urgence absolue. 46 pompiers mobilisés pour venir en aide aux victimes. Une cellule de soutien psychologique pourrait être mise en place demain pour le personnel du zoo. 72% des Français estiment que notre société a engendré, je cite, une fabrique de barbares. Résultat d'un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche. Parmi les dernières actions ultra-violentes dans l'actualité, cette tentative d'enlèvement de proches du PDG d'une société de crypto-monnaie en plein Paris
Paris hier matin. Les professionnels du secteur sont convoqués vendredi au ministère de l'Intérieur pour renforcer leur sécurité. La banque britannique HSBC va supprimer 348 postes en France, soit 10% de ses effectifs. Des fonctions support mais aussi commerciales sont concernées. Et puis c'était le moment fort du jour au Festival de Cannes. Tom Cruise a monté les marches du palais il y a quelques minutes aux côtés de toute l'équipe du film Mission Impossible de Final Reckoning au son de la célèbre bande originale de la saga. Ce 8e et dernier opus est présenté hors compétition. Merci Maël Assagnier tout à l'heure pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le porte-parole Andrea Cottarats, porte-parole du Rassemblement National, est l'invité d'Europe 1 Soir en compagnie d'Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se disputent la place de patron des LR. Verdict dimanche. On est dans les tout derniers jours. On est dans le money time, comme on dit. Écoutez, Bruno Retailleau, invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews avec Sonia Mabrouk. Je vais vous parler librement et en vérité. L'émission longue, 3 heures hier, pour moi ça a conforté ma position. Ma position, je l'étais dans l'opposition, je le suis au gouvernement, je suis toujours gaulliste. Et comme gaulliste, je me dis que nous, la droite, collégialement, collectivement, nous avons eu raison d'entrer au gouvernement pour faire barrage à la gauche. En revanche, je suis gaulliste, mais je ne suis toujours pas macroniste. J'ai des vraies différences avec le président de la République, par exemple sur l'immigration. Réponse de Laurent Wauquiez, quelques heures plus tard, toujours sur Europe 1, au micro de Pascal Praud. L'erreur mortifère pour la droite, c'est d'être la béquille de ce macronisme finissant. Et notre devoir, c'est de renverser la table et de proposer enfin un projet de changement qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Donc moi, mon obsession, c'est de porter ce projet de rupture. Et je veux être libre par rapport à ce macronisme finissant. Parce que la réalité, c'est qu'il nous entraîne vers le fond. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, doit démissionner de la place Beauvau ? Bruno a été très clair là-dessus. Il a dit, moi, ma priorité, c'est d'être ministre de l'Intérieur. Je veux le rester. Et c'est ça ma préférence. Je respecte ça. Quand vous êtes ministre, vous êtes sous l'autorité du président de la République qu'on a entendu hier soir. Et donc, le choix qu'on a à faire, en réalité, c'est pas un choix entre deux personnalités. C'est deux visions de l'avenir de la droite. Andrea Cottarats, comment est-ce que le RN regarde cette rivalité Wauquiez-Retailleau ? On se dit qu'il est temps que ça se termine quand même. Il est temps que ça se termine dimanche. Oui, fort heureusement. Fort heureusement parce que j'ai trouvé ces deux candidats assez ingrats vis-à-vis du Rassemblement National. C'est-à-dire dans ces deux émissions, les deux attaquent le Rassemblement National. Alors vous n'avez pas fait les passages, mais on a Bruno Retailleau qui explique que le Rassemblement National ne veut pas d'alliance avec la droite. Je pense qu'il a un peu oublié l'alliance avec Éric Ciotti lors des législatives quand M. Retailleau, lui, négociait avec les macronistes. Il dit précisément que Marine Le Pen elle-même ne se dit pas à droite. Oui, Marine Le Pen lui a répondu, ou en tout cas va lui répondre par tweet, qu'il a oublié l'alliance avec Éric Ciotti quand M. Retailleau, lui, négociait avec les macronistes. Quant à M. Wauquiez, c'est encore pire. Alors lui... il s'attaque et il souhaite même une commission d'enquête contre la France insoumise, contre le nouveau Front populaire, etc., sur les liens avec l'islamisme. On oublie quand même que dans son fief de Haute-Loire, il était opposé au second tour face au Rassemblement National et que c'est le désistement de la candidate Nouveau Front populaire qui a appelé à voter pour Laurent Wauquiez, qui l'a fait élire dans son propre fief. Donc, je veux bien les paroles après élection, mais cette Assemblée nationale, c'est l'image quand même de l'élection du mois de juillet dernier. Et au mois de juillet dernier, les LR ont fait alliance avec le nouveau Front populaire et avec la Macronie pour sauver leur siège contre le Rassemblement national. Je sens votre énervement, votre colère presque, Andrea Cottarats, mais est-ce que finalement, les programmes de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez n'ont pas en commun certaines propositions du RN et c'est ça qui vous énerve? Alors, non seulement c'est ça qui est un peu ingrat finalement. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui s'attaquent frontalement, quasi quotidiennement au Rassemblement national, mais qui n'hésitent pas à faire leurs courses dans notre programme. Mais qui a fait les courses de chez qui? Est-ce que si on revient quelques années, quelques décennies en arrière, et Catherine Ney qui suit la politique depuis de nombreuses années peut vous dire, effectivement, il y a un tronc commun dans les idées sur l'insécurité, sur l'immigration. Il y a encore récemment sous Nicolas Sarkozy un ministère de l'immigration, c'était de l'intérieur commun, c'était Brice Hortefeux. Et quels sont les résultats? Non, parce que moi je veux bien. Oui, M. Retailleau a dit des choses très bonnes. Il veut des centres pour délinquants multirécidivistes. Ils sont où?
Nulle part. Monsieur Retailleau est contre le voile à l'université. Très bien. C'est où? Nulle part. Monsieur Retailleau est pour le référendum pour l'immigration. C'est où? Nulle part. Et j'ai une liste comme ça, pareil pour les sorties scolaires, etc. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'il y ait de la parole, mais ce sont 2 candidats pour un parti, dont l'un est ministre de l'Intérieur et l'autre est chef de parti et chef de groupe à l'Assemblée nationale. Qu'ont-ils fait? Rien. Ils font leur course dans notre programme. C'est tout. Je vous prends 2 exemples. Référendum sur l'immigration. Marine Le Pen le propose en 2022. Monsieur Larcher, patron du Sénat, membre des Républicains, très actif et très présent dans cette campagne, avait appelé à 20h01 à voter pour Monsieur Macron pour, disait-il, éviter un coup d'État institutionnel en raison du référendum sur l'immigration proposé par Marine Le Pen. Je vois que ces gens-là, aujourd'hui, n'ont que le référendum de l'immigration à la bouche. Donc, si vous voulez, je veux bien débattre, moi, avec Monsieur Wauquiez. Je veux bien débattre d'idées avec Monsieur Retailleau, ou même avec la gauche, mais pas sur la base de fake news et sur la base d'une hypocrisie absolument totale de la droite française. Pour autant, depuis sa nomination dans le gouvernement Barnier en septembre dernier, il y a un phénomène Retailleau. Concernant la droite et au-delà, l'électorat de droite, son image est plutôt positive auprès de celles et ceux qui souhaitent une politique de sécurité plus forte, plus affirmée. Est-ce que pour vous, s'il est élu dimanche, ça n'est pas un caillou dans votre chaussure et une difficulté avec une recomposition politique et une porosité possible entre l'électorat RN et un électorat potentiellement Retailleau? Mais vous savez, nous, on n'a jamais été sectaires. C'est-à-dire qu'on a eu des textes des Républicains dont on a voté. On a eu des textes même de la France Insoumise qu'on a voté contre la réforme des retraites, sur les motions de censure. Donc, quand ça va dans l'intérêt des Français, parce que vous dites que l'électorat de droite est pour la sécurité, je pense que quand on voit des images d'enlèvement, quand on voit des images, même à Vaux-en-Velin, dans la banlieue, une ville socialiste, que les élèves sont enfermés dans l'école à 8 reprises parce qu'il y a des coups de feu autour, je pense que, y compris eux, sont pour la sécurité. Quand on voit des rodéos en banlieue avec des petits qui sont shootés et renversés, pardon, mais tout le monde veut la sécurité. Le problème, c'est que sur ces thématiques-là, les LR ne votent pas ce qu'on propose. Je vous prends l'exemple des OQTF. Vous parlez de Retailleau. Hein, oui, mais Monsieur Retailleau, parlons de Monsieur Retailleau. Bah oui, parce que Monsieur on a Retailleau, proposé. Moi, je voudrais dire que si il faisait rien, vous l'attaqueriez pas autant, parce que là, c'est vrai que les RN, plusieurs ont demandé sa démission parce que soi-disant il ne faisait rien, mais les Français ont le sentiment que dans l'épure qu'il a politique, il fait quand même avancer des choses, et c'est la première fois même qu'un Premier ministre a un langage est cohérent et en tous les cas une sincérité et tous les préfets le disent, c'est la première fois qu'ils ont des ordres aussi précis, voilà. Et donc s'il ne vous gênait pas, vous n'en parleriez pas autant. Mais pas du tout. Je veux dire, nous on veut qu'il agisse. Enfin, moi je serais très content. Je serais très content qu'il fasse ce qu'il dise. Je serais vraiment très content. Il fait des choses. Je sais pas. Il dit des choses, ça c'est certain, parce qu'on débat de tout ce qu'il dit jour après jour. Je vous ai parlé de quelques exemples tout à l'heure, le référendum, le voile, les centres pour délinquants multirécidives, etc. Et c'est le gouvernement lui-même, auquel il appartient, qui dit non. C'est pas du tout la position du gouvernement. Non, Monsieur Retailleau, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Non, Monsieur Retailleau, on va pas interdire le voile pour les sorties scolaires, etc. Donc moi, je suis pas contre Monsieur Retailleau. Je veux dire, ce qu'il dit est intéressant. Il touche évidemment ce que veulent les Français, y compris des Français de gauche d'ailleurs, quand on voit les sondages sur la sécurité. Mais force est de constater qu'il ne fait strictement rien pour l'instant. Voilà, il est impuissant. Et ça fait maintenant depuis un certain nombre de mois qu'il est à Beauvau, puisqu'il était déjà ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous diriez qu'une, j'invente, une Lucie Castet aurait eu les mêmes résultats que lui au ministère de l'Intérieur? Il faut demander à ceux qui ont fait alliance avec le Nouveau Front Populaire. Il faut demander à Laurent Wauquiez, par exemple, s'il pense que ces électeurs du Nouveau Front Populaire qui l'ont élu croient en tout cas qu'il va faire ce que proposait Lucie Castet. Je rappelle encore une fois que M. Wauquiez a eu des mots extrêmement durs contre le RN, extrêmement durs
dur contre Marine Le Pen, mais que quand il est face au RN dans son propre fief, il a les voix des mélenchonistes. Voilà, c'est un fait, c'est la réalité. Vous voyez bien la trajectoire que suit Bruno Retailleau au même titre que Laurent Wauquiez. Ils sont tous les deux candidats à prendre le parti, les LR, pour, j'allais dire, inventer une nouvelle droite en vue des présidentielles de 2027. Il y a forcément un effet de concurrence avec le Rassemblement national qui, sur la question sécuritaire et la question de l'immigration, a des idées qui sont plus ou moins proches. La différence avec la droite républicaine et le Rassemblement national, c'est le programme économique. Vous n'êtes absolument, pratiquement, d'accord sur pratiquement rien, en commençant par les retraites et en finissant par le budget. Quel est le projet économique des Républicains? Parce que on entend ce sont des libéraux, contrairement à vous. Avoir des libéraux qui, notamment M. Wauquiez, notamment M. Retailleau, ont proposé un budget avec Michel Barnier, LR, qui proposait 20 milliards, j'espère que tout le monde m'entend, 20 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pour les Français. Si c'est ça être libéral, pardon, mais nous on l'a censuré pour ça notamment. Ce sont des gens qui n'ont pas idée de la réalité. Quand M. Wauquiez nous dit que nous avons un programme, il a dit d'extrême gauche, je crois, ou bolchevique, ou je ne sais quoi. Mais moi, c'est pas ça que j'attends de M. Wauquiez. J'attends qu'il nous dise, mais voilà, nous, les Républicains, on propose telle et telle solution pour les entreprises. Il y en avait 80 000 qui ont déposé le bilan l'année dernière. D'habitude, c'est autour de 40 000. Par exemple Rien. Mais vous proposez... Je vais vous dire, on a proposé des choses. Sur l'AME, sur l'immigration, mais tout ça, ça ne fait pas le compte. On a calculé. C'est pas, moi j'ai calculé aussi. On est les seuls à avoir proposé un contre-budget. Je vous prends un exemple. Marine Le Pen est la première à avoir proposé un ministère de lutte contre la fraude, ou les fraudes. Fraude à la TVA, fraude sociale, fraude fiscale, fraude aux entreprises, bref, toutes les fraudes. Et c'est pas Marine Le Pen qui le dit, c'est la Cour des comptes. Fraude sociale, 30 milliards d'argent des Français partent par la fenêtre. 30 milliards. C'est un problème. Monsieur Attal a pointé le sujet. Il s'est dit, c'est intéressant ce que propose le RN. On va faire une lutte contre la fraude sociale. Taux de recouvrement réel, 6%. C'est-à-dire que il a entrepris un combat. Donc 6%. Vous dites le programme du RN n'est pas un programme bolchevique ou socialiste. D'autre part, non, mais on a un problème pragmatique. Oui. Parce que les étiquettes, ça compte, notamment pour les électeurs. Monsieur Macron a dit quelque chose d'assez intelligent hier, et c'est d'ailleurs ce que dit le RN depuis maintenant 5 ans. Et on terminera là-dessus, André Cotard. Il a dit la chose suivante: la crise industrielle, les faillites, les fermetures d'entreprises, est d'abord et avant tout une crise du coût de l'énergie. C'est ce que dit le RN depuis 5 ans. Délier le prix du gaz, de l'électricité, revoir le marché européen de l'énergie, forcer et pousser les investissements sur le nucléaire qui donne un avantage concurrentiel à la France. C'est pas de gauche ou de droite, c'est être pragmatique. Malheureusement, ils ont fait l'inverse pendant 8 ans. Merci Andrea Cotard. Ce que vous voyez ici n'est pas seulement une chaîne, c'est un mouvement citoyen. Notre objectif est de documenter la politique de manière claire, accessible et sans manipulation. Si vous